Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir pour cette 11e chronique depuis le début de l'année avec monsieur Jacob Cohen qui reste avec nous en coulisses le temps de l'introduction. Donc nous allons débuter cette émission sur les derniers événements qui se sont déroulés en Syrie. Et donc, je vais vous faire passer un petit morceau d'une vidéo que Jacob Cohen lui-même avait faite, nous avait donné son analyse en début de semaine. Donc, on va l'écouter. Hop, il est là. Bonjour, je voudrais vous faire part de quelques réflexions sur ce qui se passe en Syrie depuis 3-4 jours. Je pense qu'on assiste à un véritable nettoyage ethnique, à une élimination des Alaouites, qui était le soutien principal de Bachar el-Assad, c'est-à-dire c'est une minorité qui faisait, je crois, entre 10 et 15% de la population en Syrie, et sur laquelle se basait le pouvoir des Assad, et qui constituait la colonne vertébrale de l'ancienne Syrie. Bon. Et le fait qu'il soit attaqué depuis 3-4 jours, attaqué, assassiné, montre à quel point je pense que le nouveau régime syrien, qui est contrôlé, il faut le dire, par Israël et la Turquie, que ce régime peut être influencé par les Turcs et les Israéliens. Ce nouveau régime veut éliminer tout ce qui pourrait aider ou suggérer le retour de l'ancien régime. C'est-à-dire, je m'explique, les Alaouites formaient une caste, enfin une tribu assez au sens large, mais qui représentait le modèle syrien, c'est-à-dire le modèle où la femme était libre, où la femme, quand même, enfin, par rapport à d'autres pays arabes, évidemment, tout est relatif, mais la femme jouait un rôle important, elle était libre, il y avait la laïcité, et la femme jouait un rôle important. Et dans cette minorité alaouite, il y avait tout ce que la Syrie comptait d'intellectuels, au sens large. Médecins, avocats, écrivains, journalistes. Et je pense que le nouveau régime, en s'attaquant à cette minorité, en tuant quelques centaines, leur envoie le message suivant. Il n'y a plus d'avenir pour vous en Syrie. Le mieux, c'est que vous disparaissiez, vous cherchez l'exil, ou bien vous vous tairez. Voilà. Quelque part, vous n'occuperez plus les places qui vous revenaient. Vous savez que les Alaouites occupaient des postes très importants. C'est vrai, Assad s'appuyait sur cette minorité. Ils formaient les cadres de l'administration, de l'armée, du service de renseignement, etc. Et donc toute cette caste va disparaître, sinon physiquement, du moins intellectuellement, économiquement, diplomatiquement. Et donc, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est le message envoyé au monde et aux Syriens. Il n'y a plus de... Voilà, bonsoir monsieur Cohen. Bonsoir à tous. Donc, c'était une petite introduction avec votre vidéo. Très, très bien, Oui, merci. Alors je m'excuse avant de vous donner la parole. Monsieur Cohen, il paraîtrait qu'il y aurait un son bizarre, donc ce serait inaudible. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, dans les commentaires? Alors, je ne sais pas pour quelle non, raison.
c'est vrai que la vidéo, le son n'était pas très bon, mais enfin, on arrivait quand même euh, à entendre l'essentiel, voilà. Mais c'était pas extraordinaire, voilà. Ah d'accord, OK, donc ça viendrait de la vidéo, OK. Et voilà, mais on arrivait quand même à comprendre l'essentiel, voilà. OK, on me dit que c'est mieux maintenant dans les commentaires. OK, très bien. Ah bah, écoutez, monsieur Cohen, je vais vous laisser reprendre, comme ça vous allez pouvoir, développer un peu plus peut-être par rapport à votre vidéo. Voilà. En fait, malheureusement, le drame de la Syrie, qui est quasiment le dernier pays arabe, enfin de la région, qui passait. Il y a un quiproquo, il y a un grand malentendu. Et c'est ça le problème avec les Arabes. C'est qu'il y avait un grand malentendu. Euh, le régime d'Assad, qui représentait quand même, vous savez, il a été institué à l'origine dans les années 50 par le parti Ba'ath, c'est-à-dire une espèce d'avant-garde euh, progressiste, laïque, euh, démocratique, ouverte, et qui voulait rénover en profondeur les sociétés arabes. Et donc, où musulmans, chrétiens militaient ensemble. D'ailleurs, beaucoup de cadres de ce parti étaient d'origine chrétienne, voilà, ou de religion chrétienne. Voilà. Et malheureusement, le problème qui est arrivé avec la Syrie, c'est quoi? Bon, passons sur les défaites de 67 et de 73, et on retombe sur ce que je dis souvent sur le régime arabe, c'est que le régime d'Assad est devenu une espèce de clan, de nomenclatura, de clan, dont le seul but est de se perpétuer l'emprise qu'il avait sur le pays et d'en tirer tous les avantages. Voilà. Et donc, effectivement, ceux qui n'étaient pas d'accord, bon, ils étaient pourchassés ou exilés, etc. Et donc, mais pour couvrir comment dire, cette politique, il adoptait une phraséologie révolutionnaire. Voilà. Nous poursuivrons le combat contre l'impérialisme, enfin, les slogans habituels. Sauf que je vais vous dire une chose qui va quand même remettre les choses à leur place. Vous savez que à la fin des années 60, les mouvements de résistance palestiniens étaient très dynamiques, très actifs. Il y en avait plusieurs, 4 ou 5 très importants, et qui comptaient plusieurs milliers, pardon, de guérilleros. Et le problème se posait, c'est que les Israéliens attaquaient le pays d'où partaient ces militants, où ils étaient entraînés, etc. Et donc, un peu, qu'est-ce qu'ils ont fait les pays arabes autour d'Israël? L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, la Syrie. Ils ont dit, bon, on ne veut pas avoir de résistants palestiniens sur notre territoire. On va les mettre au Liban. Voilà. C'est ça l'origine des problèmes du Liban. Le Liban, le pauvre malheureux pays, on l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. Parce qu'il n'avait quasiment pas d'armée. C'était vraiment un régime économique ouvert, probablement la seule démocratie réelle arabe, dans un pays arabe. Très connu, les éditions au Liban, les universités, la liberté de parole, de ton. Puis il y avait 3 communautés qui coexistaient, donc ça faisait un équilibre. Il y avait les Druzes, les chiites. À l'époque, il n'y avait pas de Hezbollah. C'était les chiites de Nabih Berri et les chrétiens. Et on leur a dit, bon, ben voilà, c'est les accords de Taïf.
on leur a dit aux Libanais qu'ils ne pouvaient rien dire, hein, parce que bon, c'est un pays sans armée. On leur a dit, ben voilà, vous allez recevoir les Palestiniens, parce qu'on ne veut pas d'eux chez nous. Et donc, la Syrie était un des pays, il n'y avait pas un seul guerriero palestinien qui était toléré sur son territoire. Donc, c'est vous dire que le discours progressiste, anti-impérialiste, etc., c'était des discours. Voilà. Dans la réalité, et d'ailleurs, les militaires israéliens, avec un peu de cynisme et de mépris, disaient souvent la frontière la plus tranquille que nous ayons depuis 1973, c'est la frontière syrienne. Aucun coup de feu n'est tiré de ce pays. Et pourtant, chaque semaine, enfin je peux vous dire, moi qui suis l'actualité au quotidien, chaque semaine, les Israéliens bombardaient un petit truc en Syrie pour leur dire, voilà, c'est nous les patrons. Et les Syriens fermaient leur gueule et supportaient, se disaient, bon, ben il faut, voilà, on peut pas. Sinon, on risque une guerre et notre régime peut sauter. En fait, c'est ça le drame. C'est pour ça que, au-delà de ce qui s'est passé enfin, la semaine dernière, c'est que c'est la fin, c'est vraiment la fin de cette époque-là. Enfin, d'un régime prétendument, comment dire, anti-impérialiste, progressiste. Etc. Il était peut-être, enfin bon, il a aidé beaucoup le Hezbollah, il s'est allié avec l'Iran. Mais disons que s'agissant d'Israël, il ne levait pas le petit doigt. Et le pire, c'est que le régime d'Assad, père et fils, était condamné à disparaître. Dès 1982, il y a eu un document connu, le document Bin-Nun, qui exprimait la volonté d'Israël de faire éclater le régime syrien en plusieurs parties. Et vous savez, quand les sionistes disent quelque chose, il faut vraiment les croire. Voilà. Parce que ce ne sont pas des gens qui parlent en l'air. Et donc, on a lancé la soi-disant combat contre la dictature en 2011. Et en 2013, je crois vous avoir fait une vidéo là-dessus, j'avais publié un texte en 2013 où je disais le régime d'Assad devrait faire attention parce que l'Arabie saoudite, Israël, l'Égypte, l'Europe, l'Amérique ont juré sa perte. Voilà. Donc il faut qu'ils sachent, tous ces pays-là ont juré sa perte. Et donc, ça sert, enfin, pour moi, c'est dommage que ce régime qui, en 2013, avait encore une armée de 400 000 hommes, il avait un armement fantastique, fabuleux, et il est resté dans l'expectative. Il a fait le dos rond. Il a pensé échapper à son destin. Mais malheureusement, son destin était scellé. Voilà. Et Assad avait cru échapper à ce destin en faisant le dos rond, en acceptant les humiliations, les bombardements des Israéliens, etc. Il se disait, je suis soutenu par l'Iran, par le Hezbollah, par la Russie, je vais tenir, etc., etc. Puis finalement, il est tombé. Alors que si j'avais suggéré, j'avais dit que le régime d'Assad, en 2013, aurait pu lancer des dizaines de milliers de missiles sur Israël et lancer 200 000 hommes à pied, pas dans des chars ni dans des camions, facilement, qu'on pourrait détruire facilement, à pied, à travers le Golan, à travers la Cisjordanie, une marée humaine.
Voilà. Et c'en était fini. Mais malheureusement, voilà, le drame. C'est pour ça que je voulais revenir, bien sûr, au-delà. Vous savez, bon, aujourd'hui, le régime syrien, il faut imaginer ce que fut la Syrie dans les années. Déjà dans l'histoire, Damas, comme Bagdad, était une des plus grandes capitales arabes, avec tout ce que cela comporte, etc. Bon, la philosophie, la poésie, les califes, etc. Enfin bon. Et en même temps, on pensait qu'il y aurait une renaissance arabe euh, avec Damas, Bagdad, Le Caire. Et puis finalement, le dernier bastion, qu'on le veuille ou non, même s'il était, enfin, comment dire, même s'il n'agissait, en tout cas, il était quand même dans le camp bon, anti-impérialiste. Il a fini par tomber. Et non seulement il a fini par tomber, mais ce qui est terrible, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers jours de la prise de pouvoir par les islamistes, on ne peut pas les appeler autrement. Hein, bon. Israël a détruit tout le potentiel militaire syrien. En quelques jours, ils ont détruit sciemment, systématiquement, les navires de guerre, les bases aériennes, les dépôts d'armement, de missiles, tout a été, enfin, tout ce qui était important. Donc, c'est fini comme puissance aujourd'hui. Je veux dire, les gens qui sont au pouvoir, ils ont des mitraillettes. Voilà, bon. Et peut-être des roquettes. Mais le pays, il est aujourd'hui, et d'ailleurs, là, ce matin, par exemple, les Israéliens ont bombardé un immeuble à Damas qui abriterait, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, le djihad islamique à Damas. Bon, voilà. Et donc, c'est surtout, voilà, la page est quasiment, c'est-à-dire toute cette révolution arabe qui a commencé dans les années 50. Je vous rappelle qu'en 1958, l'Égypte de Gamal Abdel Nasser et la Syrie, à l'époque, ce n'était pas encore Assad, j'ai oublié, je ne me souviens plus qui était au pouvoir en Syrie, avaient formé la République arabe unie. Donc, c'était le noyau d'une future nation arabe. Et avec la chute du régime d'Assad, quels que soient les reproches qu'on pourrait lui faire, c'est la page historique de ce monde arabe qui avait tenté, peut-être avec des erreurs, maladroitement, etc., mais pour échapper à l'impérialisme impérialisme américain avec son chien de garde sioniste, c'était vraiment difficile. Voilà. Mais quand même, le régime d'Assad, à mon avis, a eu une opportunité de changer l'histoire de la région et malheureusement, il ne l'a pas saisi. Voilà, bon, ça peut être les regrets, mais je crois qu'aujourd'hui, le monde arabe est entré dans une phase de normalisation, c'est-à-dire de soumission à l'axe américano-sioniste. La preuve, l'illustration, il y a une semaine ou 10 jours, il y a eu un sommet de la Ligue arabe. C'était pathétique. C'est pathétique. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. C'est-à-dire de dire, bon, voilà, nous allons reconstruire Gaza, nous sommes contre l'expulsion des habitants. Oui, mais ils n'ont même pas osé parler des clés, ceux qui tiennent Gaza. De quel droit Israël exerce une autorité sur Gaza? De quel droit? C'est un territoire arabe qui ne relève pas de son autorité. À la rigueur, la Cisjordanie, elle est occupée militairement. Mais là, c'est un territoire qu'Israël n'aurait pas dû contrôler et que les Arabes n'osent pas contester. C'est ça le drame. Mais ils ne peuvent même pas envoyer. Regardez, aujourd'hui,
avec le début du Ramadan, Israël a fermé, ne permet plus que la nourriture rentre à Gaza, que les produits sanitaires ne rentrent plus à Gaza, et hier, il a coupé l'électricité. Enfin, et les pays arabes sont impuissants. Voilà. Et c'est ça, je crois que c'est ce qui caractérise aujourd'hui ce monde arabe, c'est l'impuissance. Voilà, ils sont là, ils font des communiqués, ils se réunissent et ils sont incapables de faire entrer de la nourriture et de dire zut alors, nous ferons entrer la nourriture. Voilà où on est, le monde arabe, et je ne vois pas malheureusement, bien sûr, l'histoire nous a montré que rien n'est définitif. Il y aura peut-être, enfin probablement, des changements, des révolutions, etc. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. L'histoire n'est. Vous savez, j'ai coutume de dire, l'histoire n'est pas un film hollywoodien avec, voilà, avec The End à la fin. Non. L'histoire continue. Voilà. Il y aura d'autres révolutions, etc. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais l'histoire ne s'arrête pas. C'est ça le truc. Donc, je ne sais pas comment ni quand, mais voilà, les peuples arabes sont là avec leur désir de changement, d'existence, de dignité, etc. Et donc, il y aura quelque chose. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où le monde arabe est tétanisé, impuissant. Voilà. Voilà, s'il y a des questions. Alors, très bien, merci M. Cohen pour votre analyse sur la question. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager un maximum, s'il vous plaît, le live. Et pour celles et ceux qui veulent participer, comme d'habitude, faites votre demande et je vous ai mis le lien aussi sur YouTube. M. Cohen, moi j'avais une première question concernant la situation en Syrie. Oui. Qu'est-ce que ça a pour conséquence dans la région et à qui ça profite réellement là-bas? Ça profite aux deux pays à Israël et la Turquie. Bon, parce que la Turquie, elle occupe une partie du nord, ou en tout cas elle exerce une forte pression militaire sur les Kurdes, les Kurdes ont toujours été l'ennemi public de la Turquie. Pourquoi? Parce que les Kurdes forment une minorité importante qui a comment dire, des velléités d'autonomie. Voilà, le peuple kurde aussi est un peuple qui a été toujours trahi par l'histoire. Depuis 1918, on a promis aux Kurdes un État indépendant. Vous savez que les Kurdes sont sur 4 pays. Ils sont minoritaires en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. Et malheureusement, les Kurdes, ils ont toujours été trahis, on leur a promis. D'ailleurs, ils ont participé au combat contre Assad et pensant qu'on allait les récompenser. Mais en fait, faire confiance à l'impérialisme américain ou européen, c'est vraiment être d'une naïveté incroyable. Donc, en fait, les deux puissances régionales qui aujourd'hui enserrent la Syrie, c'est-à-dire le nord et le sud, il ne faut pas oublier une chose aujourd'hui, que dans le sud, Israël est pas très loin de Damas et n'entend pas retirer ses troupes d'ailleurs. Et ils ont eu, vous savez, des fois les sionistes sont tellement arrogants. Le ministre de la Défense, il était en visite dans la région, et il avait dit, bon voilà, Joulani, chaque matin, lorsqu'il se lève, lorsqu'il se réveille et regarde par la fenêtre de son palais à Damas, il peut nous voir. Voilà. Et donc, aujourd'hui,
ce nouveau régime syrien, il a les mains liées. Ça veut dire, bon, militairement parlant, il peut être balayé très facilement, économiquement. Donc, en fait, ceux qui tirent les ficelles sont Israël et la Turquie, et par la force des choses, leurs alliés, c'est-à-dire les Occidentaux. La Russie ne jouera probablement, on ne sait pas encore. Elle avait 2 bases. Le sort de ces 2 bases n'a pas encore été réglé. Apparemment, ils sont en pourparlers. Et voilà, peut-être que la Russie réussira à garder ces 2 bases. Mais disons que le régime syrien, il est à la merci d'interventions extérieures. Ça veut dire qu'il n'a pas une grande marge de manœuvre. Voilà. Puisque les champs pétroliers sont toujours contrôlés par les Américains, le nord par la Turquie, le sud par Israël. Donc sa marge de manœuvre est très limitée. Très bien, merci. Alors, il y avait une question concernant donc toujours ces dernières nouvelles en Syrie. Les Kurdes et les Druzes ont rejoint de nouveau le gouvernement du rassemblement. Est-ce que les Kurdes et est-ce que les Kurdes et les Druzes ont rejoint de nouveau le gouvernement du Rassemblement national? Le gouvernement de Damas? Oui. Ah non, je ne crois pas. Non, non, d'ailleurs, en tout cas pour les Kurdes, ça m'étonnerait. Parce que les Kurdes, enfin peut-être, il faudrait que je vérifie. Voilà. Je regrette, mais je ne crois pas. A priori, ça paraît assez peu probable, parce que les Kurdes sont ceux, il ne faut pas oublier une chose, qui a combattu pendant la période de contestation, de guerre contre le régime d'Assad, qui a combattu les Daesh, les mouvements islamistes, etc. Ce sont les Kurdes. Et donc, à mon avis, entre les Kurdes et les islamistes, il y a quand même comment dire, un passif très important. C'est-à-dire, les Kurdes passent pour être des laïcs. Et donc, ils ont combattu, ils ont même battu les mouvements islamistes. Et je vois mal comment les Kurdes peuvent s'allier avec le régime islamiste actuel. Quant aux Druzes, qui sont dans le sud de la Syrie, Israël leur a offert sa protection. Bon, entre guillemets, hein, bien sûr. Et apparemment, les Druzes ont accepté de se mettre sous la protection d'Israël. Israël leur a offert la possibilité de venir travailler en Israël. Et en général, les Druzes, la communauté druze, depuis 1948, en tout cas des Druzes qui vivent en Israël, sont la seule minorité non juive qui fait le service militaire. Donc les Druzes ont accepté de lier leur sort au régime sioniste. Et il y a une forte population druze dans le Golan et dans les nouveaux territoires pris par Israël. Ils ne sont pas conquis, ils ont été pris, voilà. Et apparemment, ces Druzes vont accepter de vivre sous la tutelle sioniste. Parce que les sionistes leur offrent la sécurité, la préservation de leur identité, et donc, à mon avis, les Druzes ils ne participeront pas au gouvernement. Il faut penser quand même que ce sont des islamistes qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, ils modèrent leur discours, mais en fait, ce sont de vrais islamistes
qui ont envie de créer un État basé sur la charia. Et donc, toutes ces minorités chrétiennes, druzes, alaouites, kurdes, etc., ils ne les aiment pas du tout. Donc, ils ne partageront pas avec eux un bout de pouvoir. Donc, les Druzes, qui sont du côté du Golan, ils vont plutôt se mettre, et ils sont déjà mis sous la protection israélienne. Voilà. Alors, il y avait un communiqué qui est tombé aujourd'hui, là, justement, concernant le Conseil des dignitaires de la communauté druze a publié vendredi un communiqué dans lequel cette institution met en garde contre le danger de visite de religieux de cette communauté à des lieux considérés saints en Israël. Nous avons été notifiés d'une invitation envoyée aux chiites de Hadar et de la région de Balan, en Syrie, pour visiter des lieux saints en territoire occupé, rapporte le texte qui ajoute: le Conseil des dignitaires druzes met en garde les frères libanais et plus particulièrement les religieux de la communauté contre le danger d'une dérive sentimentale et les répercussions de participer à cette occasion ou à d'autres vu les conséquences légales de déplacement en territoire occupé. Alors, je crois qu'ils font allusion à... vous savez, il y a un saint, S-A-I-N-T, juif, enterré au Liban. Je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Bon. Et depuis quelques jours, enfin, depuis la guerre avec le Hezbollah, il y a beaucoup de religieux, bon, évidemment, avec l'assentiment des militaires, ils envahissent par centaines, ils vont soi-disant pèleriner sur sa tombe qui se trouve au sud Liban, pas loin de la frontière. Et donc, probablement, ils font allusion à cet événement. Il faut vous dire une chose, c'est que lorsque les Druzes qui sont à l'intérieur d'Israël, des frontières de 1948, sont considérés, ils font le service militaire israélien. Ce sont les seules minorités non juives, c'est la seule minorité non juive qui fait le service militaire. Par contre, il faut souligner une chose, c'est que lorsque Israël a conquis le Golan, et donc des villages druzes, ces druzes ont toujours refusé, bien qu'ils étaient occupés par Israël, ont toujours affirmé leur loyauté envers le régime de Damas et ont refusé toujours de prendre la nationalité israélienne et de servir dans l'armée israélienne. Voilà. Alors, donc ça, c'est un fait qui était avéré jusqu'à la chute du régime d'Assad. Maintenant, il y a un changement quand même de contexte. Le régime d'Assad protégeait les Druzes, et comme il protégeait pratiquement les chrétiens, toutes les minorités. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que, je crois, d'après ce que j'ai pu entendre, lire ici ou là, c'est que ces Druzes, les villages druzes qui ont été conquis, parce que tout le Golan jusqu'à Damas, pratiquement, il y a beaucoup de villages druzes. Et je pense pouvoir dire que ces druzes ne doivent pas se sentir à l'aise avec le nouveau régime. Ils ne savent pas, à mon avis, à quelle sauce ils vont être mangés. Ils savent que avec les Israéliens, leurs frères druzes qui ont vécu avec les Israéliens ou ceux qui ont été soumis à l'occupation sur le Golan, bien qu'ils aient refusé la nationalité israélienne et de servir dans l'armée israélienne, ils ont toujours été
respectés, c'est-à-dire ils n'ont pas subi de nettoyage ethnique, d'humiliation, etc. Et donc, je pense que progressivement, ces Druzes, ces nouveaux Druzes qui vont être ramenés sous souveraineté israélienne, peut-être n'accepteront-ils pas la nationalité israélienne au début, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont plutôt contents d'avoir une protection israélienne, voilà, parce qu'ils se méfient pas mal du nouveau régime de Damas. Vous savez, malgré ces déclarations, d'ailleurs, regardez le nombre de Alaouites et de chrétiens qui ont été assassinés la semaine dernière. Donc, ils savent qu'ils sont. Il faut savoir que les Druzes sont considérés par le nouveau pouvoir ou par les musulmans, comment dire, intégristes, comme des hérétiques. Parce que les Druzes, je ne pourrais pas vous l'expliquer en détail, il faudrait que je révise un peu mes cours, mais les Druzes sont enfin, comment dire, sont des musulmans, mais des musulmans à part. Voilà. Et donc, je crois que le nouveau régime ne doit pas les voir d'un bon œil parce que pour eux, pour lui, pour ce régime, ce sont des mécréants qu'il s'agit de combattre ou même de tuer. Et donc les Druzes savent que leurs frères Druzes qui ont vécu avec les Israéliens ou sous occupation israélienne dans le Golan n'ont pas subi de répression religieuse. Voilà. Et à mon avis, on ira vers une espèce d'acceptation d'une protection israélienne. Alors, très bien. Merci. Sur ce sujet, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Je remonte un peu les coms. Alors, est-ce que dans cette histoire-là de massacre, est-ce que les chrétiens ont été touchés? Je crois, oui, oui, oui. D'après ce que j'ai vu, il n'était pas la cible principale. Donc, les Alaouites étaient la cible principale, mais d'ailleurs, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle est apparue il y a 2-3 jours, d'une chrétienne, enfin d'une religieuse chrétienne, qui a un monastère là-bas en Syrie, je ne sais plus où. C'est une vidéo qui a circulé, elle est passée sur Radio Courtoisie, sur Toxin, avec son habit de religieuse, et elle a parlé des massacres de chrétiens, effectivement. Voilà. Elle a évoqué, elle a vu, enfin, je veux dire, elle a vu des massacres de chrétiens. Donc, oui, oui, effectivement, il y a eu. Voilà. Très Mais bien. disons que c'était, enfin, de ce que j'ai pu, comment dire, de ce que je peux dire, c'est que ces massacres de chrétiens n'ont pas été, enfin, c'est comme si on disait des victimes collatérales de la répression contre les Alaouites. Voilà. C'est-à-dire, au départ, on n'a pas visé les chrétiens, on n'a pas visé les chrétiens en tant que tels, voilà, dans l'ensemble, mais plutôt les Alaouites et les chrétiens, bon, dans le lot, voilà, on a tué pas mal de chrétiens, voilà. Bon, bah, très bien. En tout cas, il y a eu énormément de victimes, hein. On le chiffre à plus de Oui, oui, 1383 civils. oui, oui, plus d'un millier, oui, 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 oui. Ouais. Et en 2 jours, 3 jours, c'était un massacre. Et apparemment, d'après cette religieuse,
il faut, enfin, je vous invite enfin, à retrouver ça, à écouter ces vidéos. C'était prémédité, c'était quelque chose, le massacre, c'est un peu comme la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire la veille, on savait déjà, on se donnait le mot les catholiques en France se donnaient les mots pour assassiner les protestants. Vous savez, la Saint-Barthélemy. Eh ben, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire la veille déjà, on se passait le mot qu'on allait massacrer les Alaouites. Voilà. D'accord. Et c'est quoi la réaction des autorités internationales là? Quelle est leur Oh, réaction par rapport à ce qui se passe là-bas? bah, pas grand-chose, hein, c'est-à-dire on a dit oui, il faut, enfin bon, c'est des paroles. Parce que enfin, quand on parle de la communauté internationale, c'est, je parle de l'Occident. Voilà. L'Occident, pour le moment, il fait les yeux doux au régime islamiste. Et donc, il dit, bon, voilà, il faut quand même respecter les minorités, etc. Mais ça ne va pas plus loin. D'ailleurs, on fait tout pour rendre, par exemple, tout à l'heure sur Arte, le bulletin d'information, enfin, il disait quand même, enfin, il présentait le chef, il a proclamé un projet constitutionnel et vraiment, enfin, on- où il disait il y aura la liberté religieuse des femmes, etc. Et Arte, bon, Arte, si vous voulez connaître la pensée profonde de l'État profond occidental, euh, voilà, on écoute Arte et on a une idée un peu de leur vision. Et donc, pour eux, ce régime-là, bien sûr, il y a quelques, il peut faire mieux, mais on lui fait les yeux doux jusqu'à présent. Voilà. Et donc, c'est, comment dire, ce sont des incidents malheureux. Voilà, pour la communauté internationale. Ce sont des incidents malheureux, regrettables, qu'il ne faut pas qu'ils se reproduisent. Voilà. Donc, on donne un blanc-seing au régime syrien qui, pour le moment, voilà, il fait ce qu'il peut pour rétablir la démocratie, la liberté, etc. Voilà. Ok, très bien, merci Monsieur Cohen. On va basculer du moins on va aller sur la Palestine et vous nous disiez Oui, tout à l'heure en début d'émission, vous nous parliez donc d'une coupure de courant qui a eu lieu hier c'est-à-dire qu'on a à Gaza. coupé, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire que la fourniture d'électricité, c'est ça qui est terrible. L'électricité à Gaza, elle est fournie par Israël. C'est-à-dire le réseau électrique est relié au réseau israélien en Israël. Et donc, à partir d'hier, ils ont coupé bon, il y a quelques jours, ils avaient coupé la livraison des vivres et des produits de soins. Et hier, ils ont coupé l'électricité. Voilà. Ouais. Et Oui, c'est ça. donc Oui. non, non, mais je Ben, disais, comment on allez-y, peut allez-y. imaginer, avec déjà les conditions sont telles, comment imaginer qu'une vie puisse reprendre? Non, mais tout ça fait partie du plan. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les Israéliens ont créé une commission spéciale chargée, un service spécial chargé d'examiner les demandes des Gazaouis qui voudraient partir. Voilà. Donc, d'où est-ce on pourrait les faire partir, vers quelle destination, etc. C'est tout un service qui va se constituer, qui s'est déjà constitué et qui va examiner les moyens, les possibilités, les documents administratifs à produire, etc.,
pour les Gazaouis qui exprimeraient leur désir d'aller ailleurs. Voilà. Alors, est-ce que la trêve est toujours respectée là, à l'heure actuelle? Pour le moment, oui. D'accord. Et il y a toujours des négociations pour la libération des otages, hein, c'est encore Il y pas. a toujours, il y a toujours des négociations. Il y a toujours une délégation israélienne qui est au Qatar. Donc là où il y a des leaders, enfin, ou des responsables du Hamas, il y a une délégation qui est là-bas. Et voilà. Et donc, oui, ça continue. Voilà. Oui, oui. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous savez, c'est un peu quand on écoute les nouvelles, c'est un peu la douche écossaise, c'est-à-dire le chaud et le froid. Voilà. Donc, on ne sait pas vraiment. En fait, les Israéliens voudraient faire libérer les otages sans rien. Bon, on avait établi, il y a eu des accords. Bon. Un certain nombre d'otages ont été libérés, un certain nombre de prisonniers palestiniens ont été libérés. Il reste une cinquantaine d'otages, vivants ou morts. Bon. Et les Israéliens voudraient les faire libérer sans contrepartie. Voilà. C'est-à-dire juste en disant si vous voulez libérer et on continuera la trêve jusqu'à la fin du Ramadan, jusqu'à la fin de la fête de Pâques, etc. Voilà. Mais le Hamas, enfin, il veut pas, comment dire, il veut pas marcher là-dedans parce que s'il libère les otages, de toutes les façons, les Israéliens reprendraient leur bombardement, enfin, ne seront plus, ils ne se sentiront plus liés par. De toute façon, les Israéliens, quand ils veulent violer un accord, ils le violent. Hein. Voilà, ils ont signé un accord pour la trêve, la libération des otages, etc. Maintenant, les Israéliens considèrent qu'ils sont en position de force et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris ces mesures d'arrêt d'électricité, des vivres, etc., pour faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages sans contrepartie. Voilà. Le problème Alors, est là. justement, il y a une annonce donc, qui a été faite aujourd'hui par le Hamas, qui se dit prêt à libérer un otage israélo-américain, Idan Alexander, et à restituer les dépouilles de 4 autres otages binationaux dans le cadre d'un accord permettant de discuter de la suite à donner de la trêve avec Israël dans la bande de Gaza. Bon, Et en oui. réponse, Israël a décrit que cette annonce comme de la manipulation et de la guerre psychologique. Bon, voilà, comment dire, il joue sur la vie des otages, voilà. Le gouvernement israélien, il n'en a rien à fiche, enfin, il n'en a rien à fiche. Ça veut dire, il utilise, il- sa priorité n'est pas de faire libérer les otages, voilà. Sa priorité, parce que si c'était sa priorité, il aurait pu déjà depuis longtemps obtenir leur libération. Mais il veut faire pression, il veut faire payer, et en même temps, il veut aggraver la situation des Gazaouis. Voilà. C'est-à-dire, lorsque Allô? les Gazaouis voient qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a plus de nourriture, qu'il n'y a plus de soins, etc., eh ben, ils peuvent être incités à partir. Ça J'ai fait perdu partie de le leur son. plan. Voilà. Oui. Alors, juste, il y avait aussi une autre information donc concernant la suite des négociations. Donc l'État hébreu souhaite une extension de la première phase du cessez-le-feu jusqu'à mi-avril et il réclame la démilitarisation totale du territoire. Le départ du Hamas de la bande de Gaza et le retour des derniers otages avant de passer à la deuxième phase. Le Hamas réclame pour sa part le retrait total de l'armée israélienne de Gaza, la fin du blocus du territoire et sa reconstruction, ainsi qu'une aide financière basée sur les résultats d'un récent sommet arabe.
Bon, ils sont en phase. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est-à-dire, là, il y a un rapport de force qui s'établit. Les Israéliens, ils ont des moyens de pression terribles sur la population de Gaza. Les Israéliens savent que les Gazaouis ne pourront recevoir aucune aide extérieure sans leur accord. Donc, ils aggravent la situation. Et puis, je ne sais pas quelle peut être la réponse du Hamas. Vraiment, enfin, voilà, on verra. Je ne sais pas. Alors, il y avait une question dans le chat. Ne pensez-vous pas Oui. que Israël est épuisé par ses différents fronts? Il manque de main-d'œuvre pour remplacer ceux qui sont déjà engagés depuis 1 an et demi. C'est vrai, mais je ne crois pas que ça. Enfin, la situation est difficile, mais pas au point, à mon avis en tout cas, pas au point, comment dire, soit de créer une crise énorme, une crise qui risquerait de faire chuter comment dire, d'ébranler le pays. Je ne crois pas. Enfin, pour le moment, je pense qu'ils arrivent à tenir. Et voilà. Et puis, là, il faut dire aussi que la guerre s'est quasiment arrêtée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de soldats israéliens qui tombent ni à Gaza ni au Liban. Et donc, voilà, la vie reprend en Israël. C'est-à-dire que, par exemple, la zone nord, enfin, ceux qui ont quitté le nord d'Israël sont en train de retourner. La reconstruction du sud, là où il y a eu la prise d'otages, etc., est en train de se faire. Et donc, je pense que même si la situation a été difficile, je ne crois pas qu'on assiste à un effondrement de l'économie israélienne. Voilà. Oui, exactement. Donc, on verra comment ça va évoluer ces prochaines semaines. Oui, Pour conclure, j'aimerais vous poser une question, mais c'est concernant le conflit Russie-Ukraine, Monsieur Cohen. oui, On a vu récemment donc des bombardements sur Moscou, oui. comment dire, des bombardements via Des des drones, drones, ouais, via des des drones. drones, donc qui ont attaqué Moscou et qui ont fait quelques dégâts. Oui. Euh, Perso, moi, j'étais un petit peu surpris de voir qu'une capitale de ce grand pays, de la capitale de ce grand pays, qui puisse être bombardée. Euh, En est-ce fait, que, est-ce que, est-ce que déjà, première question, est-ce que Poutine va réagir à cette attaque de drone hein, sur Moscou? Et secondo, est-ce que ça démontre une certaine faiblesse de la défense antiaérienne russe? non, en fait, vous savez, pour, il y a eu, disons quand il y a 2 ou 3 drones qui touchent leur cible, ou 5 ou 6, ça veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines qui ont été lancés. La plupart ont été arrêtés, mais il y a toujours 2 ou 3 qui arrivent à passer. Voilà. Et puis le territoire est vaste, énorme. On ne peut pas tout couvrir. Et donc, ça, c'est bon. Alors, la réaction à ça, c'est que euh, les drones, les drones qui ont attaqué, vous savez que vous voyez la région de Koursk qui a été prise il y a 6 mois, envahie par 20 000 Ukrainiens ou 30 000 soldats ukrainiens. Aujourd'hui, elle est quasiment réduite. Il ne reste même pas 5% qui est entre les mains des Ukrainiens, qui seront chassés ou tués ou, dans les heures qui viennent. Bon. Et la réaction aussi de Poutine, c'est que il veut créer une zone tampon de plusieurs kilomètres qui est à la frontière du Koursk, c'est-à-dire la région de Soumy. Et cette région-là cette zone tampon
sera vidé de toute présence militaire ukrainienne. Donc, ça empêchera les Ukrainiens, parce que les drones qui sont lancés, ils ne peuvent pas être lancés de plusieurs centaines de kilomètres. D'abord, ils n'ont pas ils ne peuvent pas voler sur plusieurs centaines de kilomètres. Et deuxièmement, ils pourraient être arrêtés à temps. Donc, en prenant cette zone sur quelques kilomètres à l'intérieur de Soumy, ça enlève aux Ukrainiens la profondeur stratégique qui leur permettait de lancer ces drones. Bon. Maintenant, je crois que il est difficile pour les Russes ont apparemment, enfin, d'après ce que je peux lire, ils ont une très bonne défense contre les drones, contre les missiles, etc. Mais quelle que soit cette défense, on ne peut pas empêcher, lorsqu'on lance des dizaines, enfin, je ne sais pas, une centaine ou 150 drones, il est difficile de tout arrêter. Donc, il y aura toujours 2 ou 3 qui vont passer, mais en même temps, ça donne, comment dire, la réplique de la Russie, c'est de dégager le territoire qui pouvait permettre, qui était le plus proche de Moscou et qui pouvait permettre de lancer en toute sécurité ces drones. Et c'est la région de Soumy que les forces russes vont conquérir, ou en tout cas dégager de toute présence militaire. Voilà la réponse à cette attaque. Mais une attaque que les Ukrainiens ne peuvent pas renouveler ad vitam aeternam. C'est-à-dire, à un moment donné, bon, ils font ça comme une espèce de baroud d'honneur pour montrer qu'ils peuvent le faire, etc. Mais bon, c'est un moyen limité, voilà. Ouais, donc la réplique de Poutine, c'est l'offensif sur Koursk. Oui, l'offensive sur Koursk, mais surtout sur la région de Soumy. Regardez une carte et vous verrez que la région de Soumy, qui est proche de Koursk, c'est celle qui est la plus proche de Moscou. C'est-à-dire où, en ligne droite, c'est elle qui permettait de lancer les drones. Or, en écartant cette menace, en créant cette zone, en vidant cette zone, en supprimant toute présence militaire ukrainienne sur cette zone, et c'est d'ailleurs, il l'a dit, vous savez, Poutine, j'avais mis cette vidéo, Poutine en tenue militaire, c'est très rare qu'on le voit en tenue militaire, présider une réunion avec les militaires, avec le chef d'état-major, etc., où il lui a donné l'instruction de débarrasser toute la région de Soumy de toute présence militaire ukrainienne, donc pour empêcher toute opération, en tout cas qui pourrait toucher Moscou, voilà, avec des drones. Oui, pardon, la région de Koursk, c'est surtout la région à laquelle, comment dirais-je, Vladimir Poutine a appelé ce vendredi, donc les soldats ukrainiens combattant dans la région russe de Koursk, à Oui. déposer les armes après un appel de Donald Trump à épargner la vie des militaires sur le front. Voilà, donc il appelle les soldats ukrainiens à déposer les armes pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, d'autres morts. Bon, de toute façon, pour ceux qui restent, il n'y a pas grand-chose, hein. Et ils savent que de toute façon, s'ils se rendent, Poutine a dit qu'ils seront considérés comme des terroristes et non comme des militaires. Parce que les militaires ukrainiens, et ça c'est vraiment, c'est terrible. Ça me permet de dire à quel point l'Occident s'est comporté vis-à-vis de l'Ukraine. Il a oublié toutes ses valeurs, parce que les soldats, une partie des soldats ukrainiens, vous savez, les Azov et tout, quand ils ont occupé Koursk,
Il y a des témoignages. Ils ont assassiné des civils, des vieillards, des enfants, etc. Enfin, et donc, Poutine a déclaré que ceux qui seraient constitués prisonniers, ils seront considérés comme des terroristes et jugés comme tels. Donc, possiblement même avec la peine de mort, parce qu'ils se sont comportés comme des terroristes. Voilà. Et donc, je ne donne pas cher de leur peau s'ils se rendent. Alors, moi, ce qui me surprend là, c'est que c'est quand même intéressant de voir les différentes réactions. Et bon, Trump, là, il fait un appel à ce que Poutine épargne ses soldats ukrainiens parce qu'ils sont encerclés. Mais, euh, mais pourquoi il en a pas fait? Bon, c'est vrai qu'il était encore peut-être pas au pouvoir. Bon, on a vu arriver le cessez-le-feu. Mais c'est vrai que on n'a pas eu ce même son de cloche pour les Palestiniens, hein, un appel à un cessez-le-feu. Vous savez, et toute cette affaire de cessez-le-feu et d'épargner, etc., c'est pour faire pression sur Poutine, moralement parlant. C'est-à-dire, regardez l'Occident. Oui, un cessez-le-feu, on propose une trêve, mais Poutine refuse. On essaye de lui mettre sur le dos le refus d'une trêve, soi-disant qui est un cessez-le-feu pour éviter. Mais en fait, Trump, il est cynique dans ce sens-là. Il n'en a rien à fiche des soldats ukrainiens, de la vie des Ukrainiens. Il veut mettre une pression sur Poutine pour lui dire allez, quand même, il faut faire un geste pour les soldats ukrainiens, sinon vous allez passer pour un barbare, etc. Écoutez, venant d'un Yankee, c'est comme ça que moi j'appelle les dirigeants américains, et Trump est un Yankee, donc avec tout ce que cela représente, d'accord, c'est-à-dire d'un impérialiste qui hérite d'un État impérialiste et ainsi de suite. Et donc, c'est, comment dire, c'est presque risible venant de la part des Yankees qui parlent de sauvegarder la vie de soldats ukrainiens. Voilà. Mais on essaye de mettre la pression sur Poutine, une pression morale, pour dire regardez, c'est un barbare, il est ceci, il est cela. Mais qu'ont fait les Occidentaux devant les crimes des régiments nazis ukrainiens? Ouais, effectivement. Bon, bah, je crois qu'on arrive au terme de l'émission, Monsieur Cohen. Alors, il y a peut-être une dernière question. Alors, est-ce vrai qu'il y a des bataillons qui arborent des signes nazis dans l'armée ukrainienne? Si C'est ce que oui, je veux dire. comment expliquer qu'ils aient un président non, comment expliquer qu'ils aient un président euh, juif? Bon, ouais, la question n'est pas très claire, mais voilà. Écoutez, depuis 2022, moi j'ai posté enfin, je sais pas combien de vidéos montrant des ukro-nazis, comme on les appelle, mais on le sait, enfin, je veux dire, c'est évident. Les nazis paradent dans Kiev, dans Lvov, etc. Les plus grandes avenues, Bandera, leur chef, il a la plus grande avenue à Kiev et tout. Enfin, mais ce sont c'est même pas la peine d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de vidéos. Oui, il y a des forces nazies en Ukraine et, et Zelensky est leur otage. Voilà. Zelensky, on lui a dit, Zelensky a été élu sur un programme de paix. Voilà. C'est pour ça qu'il a été élu. Il a dit, si je suis élu, je vais faire la paix je vais trouver un modus vivendi avec la Russie. Et quand il a été élu, les nazis sont allés le voir et ils lui ont dit, écoute, si tu fais la paix, on te pendra, tu seras pendu au haut et court. Voilà.
Donc, il est le otage. C'est connu tout ça, même la BBC, avant la guerre lancée par Poutine, il y avait des reportages de la BBC, des télévisions françaises, allemandes, etc., qui parlaient de ces nazis, qui parlaient de la corruption en Ukraine et tout. Mais à partir du moment où il y a eu la guerre, tous ces reportages ont été mis out. Voilà. Et c'est ça l'hypocrisie occidentale. Mais ça, c'est connu. Enfin, je veux dire, c'est tellement connu. Euh, voilà, c'est. Ok. Alors, il y Très avait bien. peut-être dernière réaction, peut-être. Car ils avaient. Roland Dumas avait bien dit. Alors, un commentaire. Roland Dumas avait bien dit qu'un dirigeant israélien avait dit: nous essaierons de nous entendre avec les pays voisins et ceux qui ne voudront pas, nous les détruirons. Ça, c'est une phrase de Roland Dumas. De toutes les façons, même les pays regardez la Syrie par exemple, depuis 1973, elle n'avait plus envie d'attaquer Israël, mais a été détruite quand même. Voilà, donc c'est. Non, non, c'est dire Israël ne veut pas, a toujours eu pour politique de ne pas permettre l'émergence de pays arabes nationalistes, forts, structurés, capables de lui tenir tête. Voilà. Très bien. Merci, M. Bon, Cohen. c'est moi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que le ramadan, faites la fête et j'espère que tout se passe bien. Et à la Très semaine bien. prochaine. Merci à vous, M. Cohen. Bon week-end. À bientôt. Bon week-end, à la semaine prochaine. Voilà, les amis, c'était la chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. On se retrouve vendredi prochain, même heure, 20h, si tout va bien, si Dieu le veut. Excellente soirée à vous, un excellent week-end. À la semaine prochaine. Salam alaikum.